et bienvenue dans Espérance, le podcast qui donne confiance en l'avenir. Je m'appelle Marion et j'ai créé ce podcast pour donner de l'élan à un combat qui me tient à cœur, le combat contre la résignation. Chaque jour, j'entends des personnes dire que c'est trop tard, que c'est foutu, qu'il faut ouvrir les yeux et arrêter d'espérer. Ces personnes parlent de leur santé ou de celle d'un proche, de l'environnement, de l'éducation et plus généralement de sujets de société. Grâce à ce podcast, je compte bien vous montrer que tout autour de nous, des personnes incroyables et engagées agissent quotidiennement pour changer le monde en mieux. Si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en le notant avec 5 étoiles sur iTunes ou en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute. Et si vous pensez qu'il peut apporter un peu d'espérance et de positivité dans la vie de vos proches, n'hésitez pas à leur partager. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram sur le compte Espérance et vous ou poster sous le hashtag #MadeWithEspérance pour que je puisse vous lire et échanger avec vous. Et maintenant, place au sujet du jour. Le 14 novembre est la journée mondiale du diabète. Jusqu'à cette interview avec Florine, je n'avais aucune idée de ce qu'était le quotidien des personnes diabétiques. Et ça m'a vraiment touchée de le découvrir. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je partagerai jusqu'à la fin de l'année des créateurs et entrepreneurs qui peuvent vous inspirer pour vos cadeaux de Noël. Aujourd'hui, c'est un peu différent, mais peut-être que l'histoire d'Acadia vous décidera à faire votre don de fin d'année à cette jeune association à la mission tellement importante. Parce que vous ne le savez peut-être pas, et je ne le savais pas non plus il y a quelques mois, mais il existe des chiens d'assistance pour les personnes diabétiques. D'ailleurs, après avoir écouté ce podcast, je vous invite, si vous en avez la possibilité ou le pouvoir, à agir pour que les transports en commun, les grandes surfaces, les magasins respectent leur obligation d'accueillir ces chiens d'assistance qui sont encore trop souvent refusés. Vous pouvez retrouver les liens vers les sites et réseaux d'Acadia dans la description du podcast. Je vous laisse rejoindre notre conversation avec Florine et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Florine et merci d'accepter de passer ce moment avec moi sur Espérance pour expliquer un petit peu ce que vous faites dans le cadre de la structure Acadia. Donc dans un premier temps, je vais vous laisser vous présenter de la façon dont vous le souhaitez aux auditeurs. Bonjour, je suis Florine, responsable de l'association Acadia depuis maintenant 2 ans. Acadia, c'est une association qui éduque des chiens d'assistance pour diabétiques. On est à Livron et on accompagne une dizaine de familles maintenant. Super. Alors comment c'est né? Parce que du coup 2 ans c'est récent. Comment elle est venue cette idée, cette envie de pouvoir aider les personnes diabétiques à l'aide des chiens? Alors, j'ai pris le relais d'une famille qui elle-même est touchée par la maladie. Elle a un enfant qui a le diabète depuis l'âge de 2 ans. Aujourd'hui, Théovic, il a 12 ou 15, je crois qu'il a 15 ans même. Donc, ça fait un bon bout de temps qu'il vit avec le diabète. Et au tout départ, la famille a cherché un peu de partout comment ils pouvaient être aidés parce qu'ils ont vu que c'était de plus en plus difficile pour eux d'aider leur fils dans l'équilibre de leur diabète. Du coup, ils ont cherché à l'étranger et c'est comme ça qu'ils ont connu qu'il y avait des chiens d'assistance pour les jeunes diabétiques. Ils se sont d'abord dit qu'ils allaient aller adopter un chien et le ramener en France pour aider leur enfant. Et puis en parlant finalement avec d'autres parents d'enfants, ils se sont rendus compte qu'ils seraient plusieurs à vouloir un compagnon pour les aider. Et du coup, ils ont préféré faire venir la méthode en France et comme ça essayer d'aider plus de personnes. Et ils ont donc pris contact avec différents professionnels au Canada d'abord, ensuite en Belgique et puis ils ont fini aux États-Unis avec Jennifer Caté qui a bien voulu nous accompagner et qui a accepté de venir en France. Waouh, super. C'est bien de pouvoir justement faire profiter du plus de monde possible de ce que eux avaient découvert. Génial. Alors du coup, concrètement, aujourd'hui, qui est-ce qui peut en bénéficier? Les personnes qui le souhaitent, elles peuvent vous contacter pour avoir un chien. C'est elles qui doivent l'éduquer. Comment ça se passe? Alors, les familles, elles prennent souvent connaissance de l'association avec de la curiosité, elles font des recherches, des reportages. Et du coup, elles vont sur notre site internet. Ça s'adresse plutôt aujourd'hui aux jeunes, aux enfants, aux jeunes adultes qui ont le diabète de type 1, donc ce qu'on appelle aussi le diabète insulinodépendant, qui est à différencier du diabète de type 2, puisque là, c'est
un diabète pour lequel on se contrôle très souvent, pratiquement toutes les 2 heures. Enfin voilà, il y a vraiment un écart considérable avec le diabète de type 2. Donc nous, la priorité, c'est les jeunes, mais on reçoit aussi des demandes d'adultes parce qu'il y a aussi des adultes qui aimeraient être accompagnés d'un chien d'assistance. Et ensuite, ils vont sur le site internet, ils déposent un dossier. Après le dossier, il est reçu par nos équipes. Je vous avoue qu'en ce moment, depuis bien une année, on est débordé par les demandes. On en reçoit tous les jours. Du coup, on essaye de les traiter au maximum dès qu'on peut. Là, il y a à peu près un délai de 2 ans pour pouvoir traiter le dossier. Le traitement, bah, c'est en commission. On étudie le profil de la personne, son environnement, son diabète. Et donc, pour ça, il y a un questionnaire médical. Cette première étape. La deuxième étape, c'est un Skype avec la famille pour leur expliquer un peu plus ce que c'est d'accueillir un chien d'assistance à la maison, parce que c'est aussi du travail d'accueillir un Mm. chien. Et après, les dernières étapes, c'est des visites à l'école où on va leur présenter des chiens, voir un peu leur affinité avec les chiens. Et ils viendront 10 jours se former avant de repartir avec le chien qui leur a été attribué. Très bien. Ah, super. Voilà, donc pour le moment, c'est des chiens que nous, on accueille, qu'on sélectionne en refuge souvent, que les éducateurs forment pendant 8 à 10 mois et qui rejoignent ensuite une famille pour la vie. Ah oui, 8 à 10 mois, c'est long aussi, hein. C'est comment vous sélectionnez justement les chiens? Il y a une race particulière, parce que dans la vidéo que j'ai vue, c'est les deux mêmes chiens. Il y a des races qui sont plus adaptées. Alors, c'est vrai on parle plus, nous, maintenant, en termes de race, mais plutôt en termes de comportement. D'accord. Il y a plein de chiens qui ont un super bon odorat. Et donc, on va plutôt sélectionner des chiens qui sont sociables avec l'humain, sociables avec ses congénères, parce que parfois, à l'école, il peut avoir 10 à 15 chiens. Donc, à la récré, autant dire qu'il faut bien que tout le monde s'entende. Donc, c'est des chiens aussi qui sont gourmands. On va travailler à la méthode positive. Donc, on va récompenser à chaque fois que le chien fait quelque chose de positif. Mm. Et c'est justement avec cette motivation à la nourriture qu'on va arriver à lui prendre plaisir, enfin, qui va prendre plaisir à travailler. On va tester aussi si les chiens sont à l'aise dans les lieux publics, à l'aise avec des bruits qui sont soudains, avec des personnes qui peuvent parfois marcher ou être habillées de façon un peu différente. Donc voilà, c'est plutôt des critères comme ça qu'on recherche chez les chiens. Et puis après, vous allez voir, c'est plutôt des chiens qui sont de taille moyenne, parce que voilà, on cherche des chiens qui passent partout pour accompagner les jeunes dans les lieux publics, dans les transports en commun. Euh, voilà, il faut que ce soit des chiens passe-partout. Mm. Par contre, la loi nous oblige d'avoir une taille minimum. Donc, on ne peut pas éduquer des tout petits chiens, mais on est obligé d'avoir au minimum 40 centimètres au garrot. D'accord. Ok. Ah oui, Voilà. d'accord. On a beaucoup de labradors aussi parce que bah, c'est connu, ils sont super sociables et puis ils sont très gourmands. Mais aussi, on a d'autres chiens, d'autres races. On a du caniche royal, on a eu du berger, on a deux chiens qui venaient de Guadeloupe. Voilà, c'est assez C'est différent. assez varié. Ouais, super. Alors pour les personnes qui voient pas très bien le rapport entre le diabète et les chiens d'assistance, est-ce qu'on peut refaire un petit point sur justement cette caractéristique du diabète qui fait que les chiens peuvent être là pour aider les enfants qui en sont atteints? Oui, alors le diabète de type 1, on le disait tout à l'heure, c'est des contrôles glycémie d'à peu près toutes les 2 heures parce que le pancréas est arrêté de fonctionner et donc il produit plus d'insuline. Donc les enfants, ils sont obligés de contrôler en fonction de ce qu'ils ont mangé, calculer le nombre de glucides, en fonction de l'activité qu'ils ont eue dans la journée, le stress, tout ça. Ils doivent calculer le nombre d'injections d'insuline qui doivent se faire. Et puis, parfois, le corps réagit aussi différemment. Et donc, ils peuvent faire des hypoglycémies. Donc là, ils n'ont pas assez de sucre dans le sang. Et à ce moment-là, ils risquent de faire des malaises, voire des comas hypoglycémiques. Malheureusement, quand ça arrive sur des temps où l'enfant ou le jeune adulte est seul et qu'il y a un malaise qui se transforme en coma hypoglycémique, il peut aussi avoir un décès de ces jeunes.
ou alors des hospitalisations qui sont assez longues derrière pour rééquilibrer leur diabète. Et en fait, une étude a montré que avant une hypo et une hyperglycémie, donc avant une crise, il y a une odeur qui est différente par le corps, notamment au niveau de la sueur et de la laine, et que le chien était capable de détecter cette odeur parce qu'il a un odorat qui est beaucoup plus performant et beaucoup plus développé que le nôtre. Donc, ce qu'on apprend au chien, c'est à détecter cette odeur, à la différencier d'une odeur normale. Et une fois qu'il a fait la différence, d'aller alerter les parents juste avant une crise. Donc, il y a différents moyens d'alerter. Soit il donne des coups de museau dans la jambe du parent ou du jeune adulte. C'est ce qu'on appelle le POC. Pour dire, écoute, voilà, il y a quelque chose qui se passe là, il y a une odeur différente. Il faut que soit tu te resucres, soit tu t'injectes de l'insuline rapidement. Et puis les autres moyens d'alerter, par exemple la nuit, le chien dort auprès de l'enfant. Et en cas de crise ou de crise imminente, le chien appuie sur une téléalarme qui est dans la chambre de l'enfant et qui résonne dans la chambre des parents comme un réveil. Il y a certains boutons d'alarme qui sont connectés directement à des numéros de téléphone pour les personnes qui vivent seules. Et puis sinon, il peut être amené aussi à aller chercher de l'aide si l'enfant était par exemple, le jeune était en balade seul dans la nature. Voilà, on lui apprend à aller chercher de l'aide et à ramener les personnes jusqu'à l'enfant qui est en crise. Ah, super. C'est fou de se dire qu'on peut avoir cette aide-là grâce à un chien et grâce justement aux éducateurs qui l'ont formé pour ça. Là, donc, il y a une dizaine de familles accompagnées. Si on resitue un petit peu, le diabète, aujourd'hui, ça touche à peu près combien de personnes en France? Alors, le diabète de type 1, c'est à peu près 350 000 personnes Ah là là, ouais. et à peu près 25 000 enfants qui ont moins de 10 ans. Ouais. Donc, Une énorme. fois que le diabète est diagnostiqué, c'est une maladie qu'on a à vie. Aujourd'hui, il n'y a aucun traitement qui existe et le pancréas, une fois qu'il fonctionne plus, il fonctionne plus, quoi. Il n'y a pas de raison qu'il recommence à sécréter de l'insuline. Voilà, donc c'est des maladies qui sont invisibles à première vue. Voilà, c'est pas un handicap visible. Un peu plus l'été parfois quand on voit les capteurs sur les bras ou les pompes des enfants, mais sinon c'est vraiment une maladie invasive et contraignante parce qu'on ne peut pas avoir l'esprit ailleurs. La crise peut arriver n'importe quand. Et c'est aussi invasif parce que c'est des cathéters à changer tous les 2 jours, des contrôles parfois au doigt, ça représente des centaines de piqûres pour ces enfants. Donc voilà, c'est une maladie qui est très contraignante et qui est peu connue. On parle beaucoup plus du diabète de type 2 qu'on voit chez les personnes qui avancent dans l'âge et qui sont un peu plus âgées. Non, c'est vrai. Et du coup, là, au niveau du... Donc, le chien, il a forcément... C'est un chien d'assistance, donc il a un rôle médical. Est-ce que, là, maintenant que ça fait 2 ans que vous travaillez là-bas, vous voyez aussi justement un autre rôle, peut-être plutôt psychologique ou de réconfort de l'enfant? Oui, oui, c'est certain. On a pas mal de familles qui voient que leur équilibre glycémique, déjà rien qu'à l'arrivée du chien, ça change beaucoup de choses parce que le chien est apaisant, il est médiateur du stress, c'est un confident aussi. Et puis beaucoup d'enfants ont cette crainte de s'endormir. La nuit, ils font des insomnies, ils veulent pas dormir seuls, ils ont peur de mourir ou de faire un coma dans leur sommeil. Et là, le fait de savoir qu'il y a un ange gardien qui est près d'eux, voilà, ils retrouvent, ils sont beaucoup plus apaisés, sécurisés. Ils peuvent du coup faire une nuit complète et le lendemain assurer une journée d'école sans avoir été réveillé de façon à ce qu'on contrôle son taux. Donc oui, ça a vraiment un effet médiateur et aussi pour les jeunes adultes qui prennent leur indépendance. Quand on a vécu voilà, plusieurs années chez papa et maman et que on gère son diabète, mais qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui est là au cas où il se passerait quelque chose, c'est dur de se dire que je vais continuer mes études parce que je veux vraiment faire ce métier, mais qu'il faut que seul, même la nuit. Donc voilà, même pour ces jeunes adultes, il y a un réel effet médiateur. Ouais.
On se rend pas compte. Enfin, moi, je connaissais le diabète de type 1 parce que voilà, on en a parlé à l'école, on entend des fois parler à la télé, mais je me rendais pas du tout compte qu'il y avait que c'était aussi contraignant et aussi difficile. C'est vrai que voilà, nous, on entend qu'il y a une question de sucre, un risque d'hypoglycémie, mais on se rend pas compte en fait de l'ampleur que ça prend dans la vie quotidienne. Donc, c'est sûr que d'avoir un animal qui est là pour nous aider, mais aussi pour nous soutenir, pour être présent pour nous, ça doit vraiment changer énormément de choses. Et le fait de pouvoir l'avoir avec nous partout, enfin partout où les chiens sont acceptés, en tout cas, c'est pas juste à la maison, c'est quand on sort, c'est quand on doit aller C'est ça. quelque part. Donc, On a des jeunes adultes qui vont à la fac et au lycée avec leurs chiens, qui du coup passent aussi des examens qui sont plus, euh, comment dire, où ils se présentent à l'examen en confiance parce que normalement le chien, on lui apprend à détecter les variations de glycémie dès que le taux change et sort de la normale. On n'attend pas qu'il soit en pic mhm. d'hyperglycémie ou en crise d'hypoglycémie. On demande au chien vraiment qu'il repère cette odeur au moment où on sort de la normale. Et c'est ce qui va permettre aux jeunes diabétiques de rapidement revenir dans la normale, éviter de faire une crise, parce que bah, au moment d'une crise, après, pendant 1 ou 2 heures derrière, on n'est pas bien, Ah ouais. entre les mal de tête, les maux de ventre. Et si on doit avoir un examen écrit, par exemple, ou une thèse à défendre, bah, c'est très compliqué de le faire à ce moment-là. Mm. Non, c'est génial de pouvoir bénéficier de ça. Donc, du coup, Acadia est à la fois une école donc, pour éduquer les chiens et à la fois cet accompagnement aux familles. Après, il se passe quoi? Une fois que les personnes elles ont fait leurs 10 jours de formation, entre guillemets, qu'elles repartent avec le chien, est-ce qu'il y a un suivi, quelque chose, ou est-ce qu'ils sont, voilà, ils sont libres avec leur chien et... Oui, il y a un suivi. Alors, au départ, il est assez régulier. Donc, toutes les semaines, pendant les premiers mois, entre 2 et 3 premiers mois, il y a un Skype qui est fait avec la famille pour essayer d'accompagner au mieux le fait que le chien s'adapte à son nouvel environnement, qui détecte bien les crises. Et puis petit à petit, en fonction de comment ça se passe, et ben, les Skype s'étalent. Et au bout de 6 mois, on se dit qu'à peu près, voilà, le chien a trouvé ses marques, le binôme fonctionne bien, les alertes ont pris aussi le dessus et tout va bien. Et après, obligatoirement, tous les ans, on revoit les familles et les chiens à l'école pour faire plusieurs tests et puis pour pouvoir réentraîner un peu les chiens s'il y a besoin, soit sur l'odorat, soit sur des petits comportements, échanger avec les familles aussi. Elles sont venues la semaine de fin août, elles sont venues au centre et même au-delà de ça, elles étaient contentes juste de se revoir parce qu'elles savent qu'elles vivent une expérience et une aventure qui est unique. Et Mm. voilà, quand les enfants se revoient, ils sont hyper contents de pouvoir échanger entre eux et présenter les évolutions de leurs chiens aussi parce qu'ils ont tous bien changé en positif. Ouais. Ouais. C'est vrai que ça crée un peu une sorte de petite communauté aussi, parce que moi j'imagine quand on a une maladie comme ça, il y a beaucoup de groupes qui existent, mais là le fait d'avoir ce point commun, d'avoir le chien, ça doit aider aussi les enfants justement à nouer des liens qu'ils auraient peut-être pas créés avec d'autres enfants. Donc non, c'est chouette de pouvoir aussi avoir cette dimension-là. Comment ils réagissent les parents? Quelles sont les principales craintes qu'ils peuvent avoir au moment de se poser la question d'accueillir un chien à la maison? Alors nous, quand les familles viennent, en général, les familles qui sont présélectionnées, c'est des familles qui ont déjà bien travaillé le projet, parce que comme on a à peu près 2 à 3 ans d'attente, voilà, pour eux, le projet a déjà bien mûri dans leur tête. Les premiers jours, quand on les a à l'école, c'est dingue la pression qui se mettent pour voilà, vraiment vouloir bien faire. Et du coup, certains sont très exigeants avec eux-mêmes et on leur dit lâchez prise, vous inquiétez pas. De toute façon, le chien, lui aussi, il a besoin de lâcher prise parfois et on comprend. Donc, on trouve que ils se mettent beaucoup, beaucoup de pression pour voilà, vouloir bien faire, vouloir à tout prix maintenir tout ce que l'éducateur a appris pendant ces 10 mois. Et ce qui est le plus dur, donc ce qui est bien, c'est qu'ils échangent entre eux, que le soir, quand ils rentrent tous ensemble
dans leur hébergement collectif, ils peuvent échanger et puis dire comment s'est passée la journée, les difficultés qu'ils ont eues. Mais en même temps, on leur demande d'être vraiment tolérants avec eux-mêmes et d'accepter que parfois on a besoin de temps pour y arriver. Mm. Ah oui, parce que c'est un animal, enfin comme un chien, quelqu'un qui voudrait adopter un chien pour une raison qui est autre, ben forcément c'est pas, enfin il y a le temps de se familiariser, de faire le contact, de pouvoir se comprendre entre le chien et le maître. Donc c'est sûr que c'est pas évident. C'est un chien, c'est beaucoup plus qu'un dispositif médical, même si là il a justement cette possibilité d'aider l'enfant, mais c'est sûr que c'est tout un engagement aussi. C'est voilà, c'est beaucoup de choses quoi. Donc Oui, sûr c'est que vrai c'est il y a le fait d'aider sur les alertes et l'équilibre glycémique, puis tout ce qu'on a parlé de médiation. Mais ça reste un chien, donc ça a aussi des besoins. Les balades, la rencontre avec d'autres chiens, l'alimentation, enfin voilà, plein de choses qui font que à la fois on gagne en qualité de vie et à la fois il faut être conscient qu'il va aussi avoir du boulot pour arriver à ça, qu'il y a une relation à tisser, qu'il y a des apprentissages à avoir et à maintenir. Mais pour ça, ils sont accompagnés par l'équipe des éducateurs canins. Donc, voilà, ils sont bien entourés. ouais. Non, on m'a parlé du fait que ça apaisait l'enfant, que ça le rassurait, mais ça doit aussi beaucoup apaiser les parents, justement, qui se disent qu'eux aussi peuvent passer des nuits un peu plus tranquilles, que s'il y a quelque chose, bah, ils seront réveillés, ils seront là. Et... C'est souvent émouvant parce que les parents en parlent pas tant que ça. C'est des parents courage, hein. Moi, je les Oui, appelle bien vraiment sûr. des parents courage parce que quand on imagine mettre le réveil toutes les 2 heures et puis se réveiller, prendre voilà, se dire que si on se réveille pas, on ne sait pas ce qui peut se passer pour son enfant. Et le lendemain, assurer une journée de travail ou autre, c'est vraiment Mm. très, très lourd pour eux. Et ce qui est le plus émouvant, c'est quand on remet le chien, on a des familles et des jeunes enfants qui sont déjà très conscients de ça et qui disent, ah ben papa et maman vont enfin pouvoir dormir. Ah, Voilà, il y a aussi des enfants qui culpabilisent beaucoup du fait de voir son parent se lever et puis être parfois fatigué. Donc voilà, c'est aussi très touchant et c'est une vraie aide pour finalement toute la famille. mm. On voit aussi pour les frères et sœurs hein, qui sont près du jeune diabétique parce que le chien finalement c'est un chien de famille et il va venir retisser tous ces liens. Il est là pour la maladie et voilà, on dissocie vraiment la maladie de l'enfant, quoi. Ouais. Non, c'est beau. Et puis, c'est vrai que, enfin, encore une fois, moi, j'imaginais vraiment pas tout ça là avant qu'on en parle. Donc, c'est sûr que c'est là pour. La famille, elle doit avoir vraiment une vie différente quand, bah, déjà par le sommeil, mais par tout le reste. Enfin, d'avoir cette crainte, même si elle est toujours là, qui est beaucoup moins présente, où on sait qu'on a quelqu'un sur qui se reposer. Parce que finalement, on disait tout à l'heure, les enfants, les jeunes adultes, ils savent qu'ils ont leurs parents. Mais les parents, ils ont personne. Donc là, maintenant, ils ont le chien. Donc voilà, ça change vraiment toute la famille, quoi. Si on veut, parce que là, on a dit qu'il y avait quand même 2 ans d'attente, si on veut aider Acadia pour pouvoir, je sais pas, ou éduquer plus de chiens, ou aider plus de familles, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, de notre côté? Alors c'est vrai il y a plusieurs appels au bénévolat. Par exemple, on a des éducateurs canins qui sont répartis je dirais sur toute la région sud-est à peu près. Et on cherche parfois des familles d'accueil pour pouvoir accueillir les chiens parce que les chiens sont éduqués chez les éducateurs canins. Mais ça leur arrive de prendre des congés, des vacances. Et donc, on a besoin de confier nos quatre pattes à des familles relais. On a besoin aussi de bénévoles qui veulent bien relayer une communication et une visibilité d'Acadia, que ce soit la vidéo qu'on va faire ensemble, que ce soit des posts sur les réseaux sociaux, nos plaquettes pour faire connaître l'association. Et puis enfin, c'est aussi du financier, c'est vrai, parce que les chiens sont remis gracieusement aux familles, mais le coût pour l'éducation et le suivi d'un chien, c'est entre 20 et 25 000 euros pour un chien. Donc, on a besoin de dons de particuliers, mais aussi d'entreprises, de mécènes qui veulent bien parrainer l'éducation d'un chien pour un enfant ou parrainer, enfin, quand je dis parrainer, c'est financer, par exemple,
un mois de croquettes, 1 an de croquettes pour nos chiens. Enfin, voilà, il y a plein de formes différentes, mais avec la crise qu'il y a eu là et le Covid, on sent bien que la solidarité, elle a envie hein, de venir en aide et on a des appels à bénévoles qui trouvent plus de réponses. Maintenant, on est inquiet quand même financièrement parce qu'on est une jeune association, on n'a Ouais. pas beaucoup de trésorerie. Donc voilà, on sait que les entreprises, pour beaucoup, ont été touchées. Et on comprend que les dons et le mécénat vont être aussi également imputés pour nos associations. Donc on croise les doigts et puis on se dit que la solidarité fera le reste. Ouais, moi, j'en suis sûre. C'est vrai qu'on a vu des gros élans au début du confinement. Et puis, voilà, j'espère en tout cas que vous qui écoutez le podcast, vous allez aussi regarder comment vous pouvez apporter votre petite ou grande contribution pour aider Acadia. On arrive déjà à la fin du podcast. Est-ce qu'il y aurait quelque chose sur lequel vous souhaitez revenir, quelque chose à ajouter ou un message à faire passer aux auditeurs? Qu'ils n'hésitent pas à nous contacter, que l'association, elle aide aujourd'hui les jeunes diabétiques, mais l'objectif pour plus tard, c'est de pouvoir aider tous les diabétiques. Donc, même les adultes, hein, n'hésitent pas à prendre contact et éventuellement à déposer des dossiers. Voilà, on a un slogan qui dit Ensemble, on va plus loin. C'est vraiment une famille Acadia finalement qu'on essaie de créer. Mm. Ouais, merci beaucoup Florine. C'est un beau message d'espoir, tout ça pour toutes les familles qui vivent avec une personne qui a le diabète. Merci beaucoup pour ce temps et pour toutes les informations que vous avez apportées. Et puis, je vous souhaite une très très bonne continuation pour la suite. Bah, merci à vous pour cette interview et d'avoir repéré Acadia pour nous mettre en avant. Merci.